Donc, nous arrivons sur le dernier projet, le projet Orion, qui va être présenté par Brad Carlson. Et donc, nous allons avoir une présentation de ce projet en vidéo. Ces dernières années, dans les Alpes, nous avons observé une forte expansion d'arbustes type myrtille, RL et rhododendron de la famille des Ericacea. L'expansion de cette végétation, aussi appelée lande, a été favorisée à la fois par le réchauffement climatique, induisant une réduction de la durée d'enneigement, mais également par l'abandon du pastoralisme, en faveur du tourisme. Le remplacement des prairies de montagne par des landes entraîne localement une baisse dans la diversité floristique et une réduction des ressources végétales disponibles pour les herbivores sauvages et domestiques. Les paysages de montagne se trouvent aussi modifiés du point de vue du touriste et du randonneur. Le projet Orion, Biodiversity Impacts of Shrub Expansion, consiste à fournir des services opérationnels aux décideurs pour les aider à gérer l'expansion des landes sur leur territoire. Ce projet est le fruit d'un partenariat entre le Centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude, créé à Mont-Blanc, une ONG basée à Chamonix, la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, les réserves naturelles de la Haute-Savoie, Aster-Seine 74 et le laboratoire d'écologie alpine LECA à Grenoble. Le projet Orion propose une approche multitrophique qui vise à appréhender les conséquences de la fermeture des prairies sur la diversité floristique et sur l'utilisation des habitats par les grands herbivores sauvages, principalement les cerfs, chevreuils et chamois. Il est actuellement déployé dans le massif du Mont-Blanc, qui est un site emblématique des effets du changement climatique dans les Alpes, et plus précisément dans la vallée de Chamonix, où les landes représentent un habitat particulièrement dominant et depuis les années 1970. La mise en service de nouveaux satellites comme Sentinelle-2 offre aux scientifiques et aux gestionnaires du territoire la possibilité d'améliorer les suivis spatio-temporels des milieux de montagne, grâce à une meilleure résolution spectrale, spatiale et temporelle de cette nouvelle génération d'images. Ces images permettent ainsi d'affiner les cartes d'occupation du sol, en faisant la distinction entre les landes et les prairies. En parallèle, la mise en place de pièges photos dans la vallée de Chamonix fournit un outil efficace en complément des images satellites pour observer la diversité, l'abondance et l'usage des habitats de montagne par la faune sauvage. Le projet Orion produit de nombreux outils comme des cartographies à haute résolution de la distribution des milieux, forêts, landes, prairies, rochers et sols nus, ainsi que des indicateurs de diversité floristique et de fréquentation de la faune sauvage, en fonction de la couverture relative des landes, et des cartes de vulnérabilité. Ces cartes indiqueront les prairies susceptibles d'être colonisées dans les années à venir, et donc des zones de gestion prioritaires. À terme, l'outil sera intégré à la plateforme web l'Atlas du Mont-Blanc. L'ensemble des outils d'Orion contribue à l'objectif de cette plateforme: partager les résultats des travaux scientifiques réalisés dans le massif du Mont-Blanc avec les décideurs et le grand public. Donc, Brad, on vous laisse la parole pour présenter ce projet. Ok, très bien. Merci Sandy. Et puis merci également au SCO pour l'occasion de mener ce projet, et notamment pour l'appui récent aussi sur la production de la vidéo. C'est vrai que les locaux, on dit plutôt Chamonix, pas Chamonix, mais c'est une V1 de la vidéo. Et puis, c'est super pour résumer le projet. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui l'état d'avancement du projet Orion, qui traite cette problématique de l'expansion des lignes bas, qu'on appelle des landes, sur la biodiversité dans la vallée de Chamonix. Ce projet est donc mené en partenariat entre le CREA, le Centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude, où je travaille comme écologue, le laboratoire d'écologie alpine à Grenoble, un laboratoire du CNRS, également Aster, qui gère des réserves naturelles à Chamonix. Et ce projet, comme les autres, est financé par l'OFP. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, pour attaquer par les détails techniques tout de suite, nous utilisons principalement des images issues, type Sentinelle-2, A et B dans ce projet, fournies, corrigées pour les effets atmosphériques et topographiques par le pôle Théa, qui a déjà été mentionné plusieurs fois. On utilise ces séries temporelles d'images pour calculer des indices qu'il nous faut, qui ne sont pas disponibles par ailleurs, mais qu'on s'est déjà traité, disponibles, on va prendre ce qui existe, typiquement des indices de végétation, des paramètres de phénologie, de rythme saisonnier
des couvertures végétales disponibles via Copernicus. Aussi le produit neige, disponible grâce au CESBio et également disponible sur le site du TA. Et enfin, on utilise des photos aériennes type infrarouge couleur disponibles au géoportail de l'IGN. Et on a deux objectifs principaux à ce stade avec ces images. C'est d'abord, comme le premier projet, c'est très similaire, d'établir des points d'entraînement pour ensuite pouvoir faire une classification supervisée. Et de deux, grâce à ces images satellitaires, d'obtenir des variables explicatives qui vont permettre d'entraîner un modèle prédictif des habitats. Suivante. Donc, où on en est dans ce projet? Je dirais que globalement, on est à la phase où on commence à identifier vraiment mettre en place les outils. On a trouvé des éléments de réponse et maintenant il faut les mettre en forme pour que ça soit le plus utile possible pour les décideurs et gestionnaires concernés par notre projet. Avec une approche par work package, nous, on a donc réalisé une première cartographie des habitats avec l'enjeu de distinguer ces landes qui sont en fait très mal capturées, qui représentent un défi particulier à cartographier puisque ce sont une végétation rase, souvent mosaïque, souvent imbriquée avec des prairies, avec des rochers, et c'est beaucoup plus complexe comme cible par rapport à de la forêt. Donc, notre hypothèse de travail, c'est que ces landes leur expansion constitue une réponse majeure aux changements globaux, dans les Alpes du Nord particulièrement, mais puisqu'il y a cette difficulté de les détecter, de les cartographier, que ça a été largement ignoré comme problématique, par quelques exceptions. Donc voilà, ce premier work package vise à fournir un outil qui tient compte de la dynamique de ces habitats. Ensuite, on veut digérer, synthétiser cette information pour fournir des indicateurs clairs sur les impacts de l'expansion des landes sur la diversité floristique et également sur la fréquentation de différents habitats par la grande faune sauvage. Et ensuite, ce qui reste pour l'année à venir, donc jusqu'à la fin du projet, c'est d'identifier ces zones de prairies, de milieux ouverts vulnérables, susceptibles d'être colonisées et fermées dans les années à venir. Et enfin, de mettre à disposition l'ensemble des indicateurs au public, aussi aux décideurs, gestionnaires, via le site de l'Atlas du Mont Blanc. Donc, on est à peu près au milieu de tout ça. Suivante, s'il vous plaît. Je vais donner quelques exemples un peu plus techniques de l'avancement du projet. Donc, ça a commencé également avec une phase de photo-interprétation pour identifier 10 classes d'habitats sur la communauté de communes de Chamonix. Et puis, on a ensuite croisé ces points d'entraînement avec différentes variables explicatives issues uniquement de Sentinel-2. Donc, on prend le pari d'utiliser une seule source, entre guillemets, d'information, avec l'avantage d'avoir une facilité à reproduire l'analyse dans les années à venir. Donc, une variable un peu complexe qu'on a développée, c'est la somme des degrés jour sans neige par pixel sur la zone d'étude. Donc, on prend la date de déneigement estimée par Sentinel-2, par le produit neige. Et ensuite, à partir de là, on fait la somme des températures journalières issues du modèle de Météo France, qui s'appelle Safran. Et puis, ça nous donne une idée de régime thermique et sa variation spatiale. Et je liste les variables, je tiens à préciser, en fonction de leur degré d'importance dans un modèle type Random Forest. Ensuite, il y a une variable de brightness, de luminosité,
aussi d'humidité. Donc, on rejoint le premier projet Cartovège sur ces paramètres-là. Ensuite, pour les produits Copernicus, il y a la variable de jour de début de saison de croissance de la végétation, donc paramètre phénologique. Ensuite, un indice qu'on a développé avec le LECA à Grenoble, qui est un indice de anthocyanine des canopées végétales et puis qui, pour le dire simplement, répond au rougissement des feuilles d'éricacées type myrtille RL à l'automne, ce qu'on voit très bien en ce moment dans la vallée de Chamonix. Et puis, enfin, il y a également le produit de Copernicus qui est tout simplement la valeur de productivité à la fin de la saison de croissance. On peut imaginer que les landes type genévrier et rhodo, pour ceux qui connaissent ces espèces-là, elles restent vertes, elles sont impervirantes à la fin de la saison, tandis que les prairies sont souvent fanées et sénescentes. Donc, c'est aussi une approche pour distinguer ces différents types de couverts. Donc, le taux d'erreur qui combine les erreurs de commission et d'omission, on est autour de 13%. Avec certaines classes qui ont des taux d'erreur plus élevés, typiquement les zones d'alpage ou de prairies productives sont assez difficiles à modéliser, en tout cas dans le contexte de Chamonix, puisque ces habitats sont extrêmement fragmentés, isolés, et en fin de compte déconnectés du gradient d'altitude, du gradient climatique, puisque ça dépend des usages humains. Donc, voilà, certaines classes seront certainement nécessiteront un peu d'amélioration pour le temps restant du projet. Diapo suivante, s'il vous plaît, Sandy. Voilà un exemple de l'extrait de la carte qui a été produite dans ce VP1 avec les landes indiquées en rouge et puis différents types de prairies en jaune et orange. On voit que, en effet, les landes sont assez dominantes comme habitat au-dessus de la limite de la forêt. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des outils opérationnels pour suivre leur évolution. Et puis, je vous montre, vous pouvez aussi voir les triangles qui indiquent l'emplacement de certains caméras trappes qui sont, comme dit dans la vidéo, utilisés pour suivre le passage de différentes espèces d'animaux. Et donc, on est en train de croiser ces deux types d'informations. Et puis, la maille de 250 mètres, les carrés, ça correspond à un plan d'échantillonnage qu'on a fait cet été sur le terrain et qui avait deux objectifs. D'abord, de valider le premier jet de cette carte des habitats et d'avoir des informations plus précises sur la structure des habitats pour pouvoir faire le lien à la faune. Diapo suivante. Donc, voici un premier résultat, donc juste la surface de ces différentes classes dans la communauté de communes de Chamonix, que j'ai oublié de dire, mais qui est partenaire également du projet. Donc, on voit que les zones de prairies, même si on a un petit peu d'incertitude sur la classe productive, qu'en fait, il y en a très peu sur la commune, il y a 5% environ. Donc, d'un point de vue de gestion, à la fois pour la diversité et les services écosystémiques qui sont associés à ces milieux-là, il y a sûrement un enjeu assez fort à entretenir, en tout cas à surveiller ces zones de milieu ouvert herbacé. Et puis, on pourra également utiliser l'algorithme qui a été établi, le modèle des habitats, pour pouvoir suivre dans les années à venir l'évolution de ces différents milieux. Suivante. Voici quelques images donc, de la campagne de terrain qu'on a réalisée cet été. Je n'ai pas le temps de détailler toute la méthode, mais en gros, on a fait des mesures de points de contact sur des transects de 20 mètres en croix. Et puis, on a mesuré le type de sol, la hauteur de la canopée végétale, et puis le type de végétation qui rentrait en contact
avec un mètre posé au sol. Donc, on avait 80 points de mesure par placette. Suivante. Et donc, on a fait à peu près 16 jours de terrain avec, en bénéficiant de la participation d'une équipe de bénévoles vraiment fidèles, très motivés et sans laquelle on n'aurait pas pu réaliser ce travail-là pour faire un total de 142 points d'échantillonnage. Suivante. Vous avez ici la répartition des points, des placettes de végétation en rouge et puis toujours les pièges photos des caméras trappe en triangle. Voilà, suivante s'il vous plaît. Et puis Sandy, dites-moi si en termes de niveau du timing, il faudra que je chante ou que j'accélère. Pour l'instant, je vais continuer. Ça va encore? Très bien. Ok, donc pour la question de la validation, cette figure est peut-être un peu complexe à intégrer comme ça, mais en fait, c'est un croisement entre la carte d'habitat et les relevés de végétation qu'on a fait cet été. Donc, pour chaque relevé qu'on a fait, on a assigné le type d'habitat prédit par la carte. Donc, ça peut être lande, prairie, prairie alpine, qui sont montrés ici. Et puis, on a fait estimer la fréquence des différents points de contact pour chaque type d'habitat. Typiquement, les landes en rouge, où on voit que dans la classe lande, on a plus de points de contact, ce qui est rassurant. Et puis, la classe lande prairie, tout est mélangé, ce qui est logique. Et enfin, un pic de fréquence des landes près de 0 dans la classe prairie alpine. Donc, on est assez content de cette cohérence qu'on trouve entre observation de terrain et prédiction d'habitat par image satellite. Et puis, un autre point intéressant, c'est la classe Ford. Donc, ça va être plutôt les plantes à fleurs herbacées, qui sont souvent une ressource riche pour les herbivores, type trèfle, légumineuses, etc. Et donc, on voit que dans la classe land, il y a moins de forbes qui sont disponibles par rapport à dans une prairie alpine. Donc, notre carte habitat peut aussi avoir des conséquences fonctionnelles pour la faune en termes de ressources alimentaires. Diapo suivante. Ce résultat que je vais vous montrer, c'est issu des relevés botaniques, donc phytosociologiques, faits par le CBNA, Conservatoire botanique national alpin. Et donc, c'est une analyse qui va au-delà de la vallée de Chamonix, c'est sur toute la Haute-Savoie, au-dessus de 1700 mètres d'altitude, pour avoir assez de relevés, de points. Et on voit que lorsque la couverture de landes à Ericacées augmente sur le graphique, on a une tendance à avoir une baisse dans la diversité et la richesse spécifique, c'est-à-dire le nombre de différentes espèces de plantes qui sont présentes. Et grâce à la taille des points et l'échelle de couleur, on voit que bien souvent, cette baisse de diversité est en lien avec une couverture plus importante des rhodos, de rhododendrons, pour ceux qui connaissent, et aussi l'RL des marais. Donc, on observe un indicateur assez direct de conséquences sur la diversité floristique en lien avec la couverture des landes. Suivante. Et puis, je vais terminer avec un dernier résultat qui concerne la faune sauvage vue par caméra trappe. Donc, dans ce cas, le lièvre variable, on voit dans ces différents graphiques les courbes d'occupation, en tout cas de présence de cette espèce dans différents milieux où il y a des caméras installées. Il y a les mois d'année sur l'axe X. Et donc, si vous pouvez passer à la diapo suivante, vous pouvez voir que le lièvre a tendance à passer l'hiver dans la forêt pour se protéger. Et puis, l'espèce est le plus observée dans ces milieux de transition lande prairie lors des mois
de l'été. Et ceci est intéressant puisque on pense que le lièvre arrive à la fois se protéger grâce aux canopées plus élevées, typiquement des landes, des prédateurs, mais aussi à trouver de la ressource, à se nourrir, tandis que dans une lande dense et serrée, c'est difficile de se déplacer et aussi moins de ressources alimentaires potentiellement. Et puis dans une prairie où l'espèce va être plus vulnérable aux prédateurs. Donc voilà, ça c'est un résultat préliminaire et on est en train de compléter ces analyses pour d'autres espèces sur le secteur. Suivante, s'il vous plaît. Donc ça c'est pour terminer avec les prochaines étapes du projet. Je pense qu'il y a à ce stade un besoin fort de dialoguer avec les gestionnaires, décideurs de la communauté de communes de Chamonix et également les gestionnaires du côté des réserves naturelles pour essayer de prendre ces informations-là et voir quels indicateurs seraient les plus performants, les plus pertinents pour eux, pour répondre à leurs objectifs. Et puis, il faut aussi continuer avec les analyses entre habitat et caméra trap pour faire ce lien entre occupation des habitats pour différentes espèces de faune. Et puis, les VP3 et 4 restent à faire, c'est-à-dire des zones d'identification des risques, des zones à risque de fermeture et également la mise à disposition de ces outils via l'Atlas du Mont Blanc. Et pour les liens aux autres projets, c'est vrai que, comme disait Gérard, on est en train de construire des ponts avec d'autres projets du SCO. Et pour l'instant, je travaille surtout dans ce contexte autour de Chamonix, c'est-à-dire les collègues à Grenoble, les collègues autour du Mont Blanc, dans le cadre de l'espace Mont Blanc. Et on est en train d'échanger des méthodes, les résultats et les outils dans cette communauté scientifique et aussi de gestionnaires. Voilà. Merci pour votre attention. Et puis, je vois qu'il y a des questions qui se posent, donc il faut que je les lise. Merci Brad. Effectivement, vous avez quelques questions concernant le projet. La première, les données issues des caméras trappes sont-elles connues des travaux de suivi de la faune sauvage animés par l'OFB? Lièvre, loup, lynx. Les données issues des caméras trappes. Alors, ça, c'est ma collègue Anne Delestrade qui gère le réseau des caméras trappes. Et je sais qu'elle est en échange avec à la fois différentes structures comme les parcs et également l'ONCFS, l'OFB. Donc oui, c'est sûr que ils sont au courant et c'est peut-être des liens de collaboration à approfondir. Mais je vérifierai avec Anne, mais normalement, ces liens sont faits entre le CREA et les autres réseaux gérés par l'OFB. Mais c'est vrai qu'on pourrait étendre la collaboration en bénéficiant des réseaux de caméras trappes qui existent en dehors de la vallée de Chamonix, avec la même approche. Merci. Une autre question, comptez-vous faire la carte des milieux dans le passé avec Sentinel-2 en 2016, voire avec Landsat avant? Alors ça, c'est une question très importante. Alors pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est de prendre les années 2017 à 2020, et puis donc ces 4 années, puis de faire la valeur médiane pour dériver nos variables explicatives. Faire du rétrospectif avec Sentinel-2, ça me semble pas très pertinent à ce stade parce qu'il manque la profondeur historique. Les habitats de montagne changent. C'est plutôt des processus qui nécessitent plusieurs années, voire des décennies, avant de voir des forts changements, je pense. Donc, on va se retourner plus vers l'avenir avec Sentinel-2 pour suivre ces évolutions dans les années à venir. Avec Landsat, ça serait super de pouvoir remonter justement plus loin dans le temps
sauf qu'il nous manque certaines informations spectrales comme le canal Red Edge qui permet de faire cet indice d'anthocyanine qui est super important pour la couverture des landes. Donc, je dirais que c'est un champ d'exploration pour voir ce qu'on arrive à voir avec Landsat, ce qu'on pourrait cartographier avec Landsat dans les années intérieures sur la question des landes. Mais ça, c'est plutôt un champ de recherche que une mise à disposition d'un outil opérationnel, je dirais, mais qui reste très intéressant. Avez-vous d'autres questions concernant le projet Orion? Encore merci à vous pour votre attention et puis au plaisir pour échanger plus par mail ou en direct suite à cette journée.